Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois le rappeur et écrivain Abdel Malik. Il va répondre à une critique de Luc Bronner, journaliste au Monde, à propos de son livre « La guerre des banlieues n'aura pas lieu », édité au Cherche Midi et préfacé par Juliette Gréco. Juliette Gréco, qu'on peut retrouver en duo dans l'album Dante de Abdel Malik. C'était en 2008. Déjà, comme le temps passe. Comme le temps passe. Abdel Malik, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne va pas retracer votre itinéraire. Maintenant, vous êtes Neuhoff, tout le monde connaît, le Strasbourg, les Victoires de la musique, disque d'or, tout ça. Ça maintenant, on sait ce qu'il en est de vous. Et on se demande, cette guerre des banlieues qui n'aura pas lieu, d'abord, c'est un titre de Giraudoux. C'est une référence à la guerre de Troie n'aura pas lieu. Sauf que la guerre de Troie a lieu. Ouais. Mais... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est au bord de la guerre en banlieue? En réalité, oui. Mais c'est pas on est au bord de la guerre en banlieue. J'ai envie de dire on est au bord de la guerre tout court. Parce qu'il y a une sorte de décalage qui est de plus en plus frappant entre finalement le regard qu'ont les politiques sur les citoyens en général, mais aussi sur les cités en particulier, sur les banlieues en particulier. Et c'est important de travailler à résorber ce fossé, de travailler à faire du lien, parce que malheureusement, si on ne le fait pas, eh ben, la guerre des banlieues aura malheureusement lieu. Et c'est l'idée de cet ouvrage. C'est l'idée de cet ouvrage. Alors venons à ce livre pour essayer de comprendre comment il est organisé. Il est organisé autour de l'histoire de Peggy, qui est un jeune homme, on va dire, de banlieue, qui va se convertir à l'islam lors d'un séjour en prison et qui va devenir Souleymane. Deux choses très fortes dans les thématiques de votre livre, c'est l'islam et la prison. Et les deux sont presque perçus par Peggy comme des solutions, et même l'un comme une renaissance. Totalement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire... c'est une sorte de conte initiatique moderne, en fait. C'est quelqu'un, justement, qui est en train de cheminer et qui perçoit la spiritualité, la religion, comme une possibilité de transcender sa condition. Mais en réalité, la porte qu'il a l'impression d'être l'islam, c'est plutôt quelque chose qu'il revendique. C'est plutôt un drapeau qu'il brandit. Et c'est justement en rencontrant un deuxième personnage, qui s'appelle Thomas, qui lui aussi, par son propre cheminement, est devenu musulman, qui va lui montrer qu'en réalité, la spiritualité, c'est avant tout quelque chose, finalement, qui nous relie à l'autre. C'est pas quelque chose qui nous sépare de l'autre. Alors, ce qu'il y a de singulier et d'intéressant dans votre livre, c'est que vous faites le lien, vous dites, cette approche de la religion et de l'islam n'est pas une rupture, elle est plutôt dans la continuité même de la chrétienté. Mais en réalité, c'est pas moi qui propose ça, c'est une réalité de l'islam. C'est-à-dire que... vous la rappelez, quoi, je veux dire. Je la rappelle, voilà. Vraiment je la rappelle. Mais c'est important de la rappeler finalement à nous-mêmes musulmans et aux non-musulmans, de dire qu'en réalité, l'islam vient comme une sorte de synthèse du judaïsme et de la chrétienté. Et cette idée, c'est de dire que finalement, on fait partie d'une même famille spirituelle et qu'il est important finalement de respecter ça, mais aussi de respecter les gens finalement qui sont même dans une non-croyance. Parce que si Dieu permet à chacun de pouvoir vivre et cheminer, nous, on doit respecter ça également. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui vous trouvent très optimistes quand vous pensez que ce message peut être reçu, alors que dans la banlieue règne une violence? Et d'ailleurs, votre interlocuteur a réalisé un livre sur la banlieue, qui sont les ghettos de banlieue, qui lui donne une vision beaucoup plus noire de la banlieue. Non, déjà, si on lit mon livre, on se rend compte que vraiment je parle de la réalité. Il n'y a pas d'angélisme, il n'y a rien là-dedans. Mais à la différence de mon interlocuteur, donc, moi je viens de banlieue. Je connais la banlieue, j'y suis, ma famille y est, etc. Alors que lui est un journaliste. C'est-à-dire que... C'est immergé, quoi. Voilà. Il y a une différence entre immerger et vivre et connaître les réalités des choses. Vous allez donc lancer très bien un débat et je vais répondre. Voilà. Donc juste pour dire que c'est La loi des ghettos chez Kahneman Levy dont on parle, le livre de Luc Bronner. Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu, bien sûr. Bonjour, Abdel Malik. J'ai lu votre livre et j'ai une série de questions à vous poser. Alors moi, je ne suis pas poète, je suis journaliste et donc j'aurai l'aridité des chiffres, des témoignages et des enquêtes. Je vous propose simplement un chiffre. On sait que dans les zones urbaines sensibles, il y a aujourd'hui une personne sur 3 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que face à une telle donnée qui traduit une misère sociale, un état de la société qui est extrêmement tendu, est-ce que vous pensez que réellement la poésie, la littérature peuvent être des armes littéraires? Alors, le poète et le journaliste. Ben voilà la différence, c'est-à-dire que lui parle de chiffres froids, moi je parle de vécu. C'est-à-dire que dire qu'il y a des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, non seulement je le sais, mais parmi mes proches et même dans les gens de ma famille, vivent dans ces difficultés-là.
Donc à un moment donné, il y a la force et la puissance de la littérature et de la poésie qui permet justement à un moment donné de transcender une réalité ou en tout cas de pouvoir parler de son monde intérieur et en parlant de ça, de faire en sorte de créer un débat, de faire en sorte qu'on puisse échanger et de faire en sorte peut-être que des personnes comme moi qui ont été dans ces situations puissent être là aujourd'hui avec vous, Daniel, par exemple, pour parler de ça. Donc remettre en cause la force de la littérature et de la poésie, ça serait remettre en cause Camus, ça serait remettre en cause Sartre, ça serait remettre en cause Aragon, etc. Ces gens-là qui tout d'un coup nous ont montré qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, de prophétique dans les mots et dans la poésie. Écoutons Luc Bronner. Mon interrogation, c'est sur son apport immédiat de court ou de moyen terme. Alors, lui, en tant que journaliste, et justement, il est dans le court et le moyen terme. Moi, je suis dans l'histoire d'une vie. C'est-à-dire, je suis tout d'un coup dans la possibilité de donner à des gens qu'on met en marge. Déjà, le mot banlieue, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent en banlieue, en périphérie, au bord d'eux. C'est de dire à un moment donné que la banlieue, justement, n'est pas en périphérie en réalité. Non seulement elle est au centre de la société, mais elle peut participer à son changement et à sa mutation. Dans la possibilité, justement, de créer ou de faire émerger des auteurs, des poètes, mais aussi des entrepreneurs, mais aussi des gens qui vont des politiques, des citoyens engagés, des gens qui seront capables d'amener, justement, une vision, une perspective nouvelle dans cette société d'aujourd'hui et de maintenant, et pas d'être simplement dans le simple constat, et puis on fait un constat, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière? Toutes ces énergies existent. Toutes ces énergies existent. C'est vrai que du coup, je navigue dans ce texte en ayant parfois des sensations d'avoir des vérités qui me sautent à la figure sur les rapports sociaux, sur les rapports humains notamment, et à d'autres moments, on est dans un texte littéraire avec un statut complètement différent. Précisément, on est dans la poésie et dans la littérature, donc ce n'est pas une enquête, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et voilà, donc forcément... Oui, avec un retour aux mots, vous parlez beaucoup de la langue des cités, et lui parle du danger, de l'enfermement dans la langue des cités qui empêcherait le contact avec au-delà de la banlieue. Non, ce qui serait dangereux, c'est justement de rester comme ça dans quelque chose qui serait purement ghettoisant, qui serait purement... Moi, j'utilise le slang de ma cité, j'utilise, mais pour marier ça avec quelque chose qui est de l'ordre d'un français plus classique, etc. Mais c'est ça aussi une langue vivante. On n'est pas... C'est l'évolution de la langue, c'est de se nourrir aussi du langage des couches populaires, c'est de se nourrir de l'apport de l'immigration, c'est de se nourrir de tout ça, de la diversité. Et c'est ça justement qui rend une langue vivante, profondément. Parce que quand on regarde les taux d'abstention dans les élections, et notamment lors des dernières élections régionales, on est frappé par le silence. Est-ce que c'est pas finalement plus inquiétant de constater que les habitants des quartiers ne s'expriment pas, ne se révoltent pas, ne cherchent pas à dire leur colère et à l'exprimer auprès des médias, des institutions et des partis politiques? Vous comprenez cette... Ouais, je comprends. Mais précisément, c'est ce qui devrait inquiéter. Et c'est pour ça que moi, en toute humilité avec d'autres, je travaille à faire du lien et à donner de la parole à ceux qui ne l'ont pas, justement. Parce que justement, si on continue dans ce silence, si on continue à ne pas écouter ce silence ou à ne pas écouter ces gens qu'on a mis et qu'on met en périphérie, parce que ce n'est pas volontairement qu'on veut habiter dans une cité ou quoi, c'est parce que tout d'un coup, on nous y met. Eh bien, la guerre des banlieues pourra avoir malheureusement lieu. Et c'est tout. Vous êtes pour qu'on prône le vote dans les banlieues ? Moi, je suis pour la première des choses, je suis pour la mixité sociale. Qu'on fasse en sorte que dans les banlieues, on ne fasse plus en sorte qu'il y ait cette espèce d'homogénéité négative, où il y a des gens de... Vous êtes d'accord avec le terme ghetto qu'il utilise? Ah, totalement. Et d'ailleurs, j'ai lu son ouvrage qui est criant de vérité. Et le propos est plutôt vrai, réel. Votre livre, comme la chute de votre livre, c'est la guerre des banlieues n'aura pas lieu, et vous terminez par un dernier mot, entre parenthèses, Inch'Allah. Et on comprend à la lecture de votre livre que la question de la religion, l'islam, a été un facteur essentiel dans votre construction. Or, l'islam en général, et notamment l'islamisme, l'intégrisme... Là, déjà, il y a une erreur. Il y a une erreur dans les propos. C'est-à-dire? Il commence par l'islam et dit, justement, il y a dans l'islam, l'islamisme, etc. L'islam et l'islamisme n'ont strictement rien à voir. L'islamisme et tous les mots plaisants qui se terminent en islam. Vous travaillez à cette distinction. Et justement, je travaille à cette distinction. Donc déjà, l'islam, comme toutes les religions, c'est d'abord normalement quelque chose qui doit nous rendre honnêtes, respectueux des autres, respectueux des lois du pays, respectueux des gens en général, de la différence. Vous êtes un républicain. Etc. Moi, je suis totalement républicain, évidemment. Et aujourd'hui, si un républicain
est obligé de parler de sa religion, de sa foi, qui est normalement de l'intime. C'est parce que justement il y a des malentendus de cet ordre-là. C'est justement parce qu'il y a des quiproquos de cet ordre-là. Et finalement, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est très dangereux de dire que ce glissement est très très dangereux. Et c'est aussi dans cet ouvrage, je travaille à faire ce distinguo-là, qui est presque vital. Et souvent abordé sous l'angle de la menace par les médias et par les hommes politiques. Est-ce que selon vous, il faut inverser la question et se demander ce que seraient les quartiers en France aujourd'hui sans l'islam? Eh ben, moi, je dirais une autre question. Que seraient les quartiers aujourd'hui en France avec l'islam? Mais avec l'islam, pas cette espèce de représentation qu'on a depuis le 11 septembre ou des représentations négatives où tout d'un coup on va nous parler de la burqa qui concerne 3 pèlerins en réalité, c'est-à-dire une partie totalement, ou bien on va parler de spiritualité comme possibilité tout d'un coup d'être en paix avec soi, justement d'être dans le respect des lois du pays, d'être dans le respect de l'autre, etc., etc. Donc ma question, et je la poserai à Brunner, je dirais, qu'est-ce que seraient les cités avec l'islam? Voilà, ce sera notre conclusion. On parlait avec vous, Abdel Malik. La guerre des banlieues n'aura pas lieu au Cherche Midi. J'espère, parce que moi j'en viens. Je le sais, du 94. Merci. À bientôt.